Merci à tous, enfin à toutes, du coup, d'être présentes. Si nous avons organisé cette conférence de presse, c'est parce qu'il était important pour nous que l'opinion publique soit informée de la situation des agents dans notre collectivité. Pendant plusieurs mois, nous avons tenté d'alerter notre employeur, mais sans résultat. Nous avons donc décidé de mettre en place cette action qui aura lieu le 20 juin à Strasbourg lors de la séance plénière. Donc, pour cette conférence de presse, je serai accompagnée donc, de Pascal Keller, qui est secrétaire général adjoint et qui est responsable du secteur défense du salarié au sein de notre syndicat, et de Bruno Joseph, qui gère le secteur com et qui est au pôle revendicatif. Donc, comme vous avez pu le lire dans notre communiqué de presse, nos revendications se déclinent sur 3 grands axes. Donc, les problématiques liées au pouvoir d'achat, les conditions de travail et l'actualité. Donc, il y a encore quelques jours, pour nous, l'actualité politique, c'était le projet de loi Guérini. Bon, là, pour l'instant, c'est tout autre. Concernant le pouvoir d'achat, il faut savoir que les agents de notre collectivité sont en grande difficulté, enfin, sont de plus en plus en difficulté chaque mois depuis les problématiques liées à l'inflation. Donc, nous avions demandé à notre président d'activer les leviers qu'il avait en sa possession afin de pouvoir améliorer le quotidien des agents. Mais pour l'instant, c'est sans résultat derrière. Faut savoir qu'on a à plusieurs reprises échangé avec notre président, donc lors de rendez-vous qu'on avait demandé afin de pouvoir bien lui expliquer et exposer la situation. Pas eu de retour derrière, hein. Ça n'a pas été pris en... On n'a aucun résultat vraiment concret. Il n'y a vraiment rien eu dedans, à part nous dire que lui, il ne faisait pas le même constat que nous. Il n'y a vraiment rien eu derrière, quoi. On a aussi beaucoup de problématiques qui sont liées donc, à la dégradation des conditions de travail, puisqu'il y a un manque de personnel actuellement dans les services et que du coup, les agents fonctionnent en sous-effectif. Il y a beaucoup de problématiques de non-remplacement. Voilà, quand les agents sont en arrêt maladie, ça fait un agent en moins et toujours pas remplacé, ce qui crée vraiment des difficultés pour nos collègues. On a beaucoup de problématiques aussi qui est liée au management. Pour l'instant, les encadrants, on leur met beaucoup d'outils en main pour pouvoir encadrer, mais qui servent plutôt à sanctionner. On ne leur met pas grand-chose en main qui peuvent leur permettre d'accompagner réellement les agents, ne serait-ce que sur des conflits. Il n'y a pas grand-chose qui est mis en place pour pouvoir échanger et prendre le temps vraiment de pouvoir discuter. C'est vraiment, on met plutôt des outils dans leurs mains qui est censé régler ces problématiques, mais ça passe par la sanction. Nous avons aussi... on dénonce aussi tous les problématiques qui sont liées à la précarité au sein de notre collectivité. On a de plus en plus d'agents qui sont mis en poste sur des contrats courts, qui sont constamment ballottés, si vous voulez, entre un contrat de travail et retour à France Travail. Et tout ça vraiment sur
Ça peut être des petits contrats d'une semaine, 15 jours, allez, 5-6 semaines au maximum, et retour à inscription à France Travail. Et ça peut durer sur plusieurs années. On a quand même certains collègues qui sont sur ce genre de contrat depuis 5, 6. Voilà, on a même vu des contrats beaucoup plus longs, quoi. Et ça devient vraiment difficile pour eux, puisque il est quand même difficile de pouvoir se construire un avenir, envisager quelque chose si vous êtes constamment sur des contrats courts et avec un avenir incertain. Voilà, tout simplement. Hein, parce qu'à chaque fois qu'un agent va s'inscrire à France Travail, il ne sait pas s'il va être appelé lors des retours de congé. Donc toutes ces problématiques-là, ce sont des points que nous avons mis en avant lors de nos différentes rencontres, avec certaines demandes derrière, hein, forcément, puisque étant donné que nous sommes en sous-effectif, on a besoin qu'il y ait de l'embauche derrière, hein, des recrutements qui soient faits. Là, la politique, à l'heure actuelle, ce n'est vraiment pas de remettre du personnel dans les établissements, hein, puisque la première politique qu'ils ont mis en place, c'était bien les suppressions de postes. Donc pour eux, ils ne veulent pas faire marche arrière là-dessus. Mais nous avons réellement besoin, dans les services, nous avons besoin d'avoir des emplois. Il faut mettre des emplois, il faut stopper la précarité. Et quand on leur propose certaines... Voilà, on voudrait une négociation, tout simplement, pour un plan de déprécarisation de masse, hein, des agents contractuels, la réponse de notre employeur, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent la mobilité au fil de l'eau. Mais pas de négociation, pas de dialogue, ce qui n'est plus tenable. Donc cette action du 20 juin, c'est vraiment pour dénoncer toutes ces problématiques. Et il faut absolument maintenant que quelque chose soit fait, quoi. Les agents n'en peuvent plus. Travailler à flux tendu, ce n'est plus possible. Ce n'est plus tenable. Si je ne prends pas le... c'est-à-dire que les agents... on va prendre un exemple. Hein, à la base... la dotation d'un établissement, c'était 10 agents, par exemple, à l'entretien des locaux. Avec le plan donc ce qu'eux, ils appellent le PQSVM, il y a eu donc des suppressions de postes. Donc ça peut être au moins, on va dire, au moins 2 agents, au moins, 2, 3, donc des suppressions de postes. Donc ils ne tournent plus qu'à 7 ou 8, mais c'est toujours pour les mêmes surfaces, avec les mêmes tâches et missions à effectuer, mais constamment avec moins de personnel. Ce qui fait que les agents, ils ont toujours leur volume horaire par jour, mais avec de plus en plus une charge de travail qui s'alourdit constamment, quoi. Donc là, donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'ils doivent porter par rapport à ces suppressions de postes, mais il suffit encore qu'il y ait un collègue qui tombe malade, et c'est fini, là. Ils sont en train de courir partout, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. C'est vraiment du flux tendu, donc les agents sont en mal-être, ils prennent plus, ils ont du mal encore à être heureux au travail quand on va les rencontrer, c'est plus du tout la même chose. Je veux dire, avant, donc ils aiment toujours ce qu'ils font, donc ils vont quand même, hein, ils sont là, ils sont présents, ils font, mais on sent qu'ils sont à bout, ils n'en peuvent plus. Non, c'est... Peut-être matérialisé par des chiffres. Ouais. Là, clairement, Pascaline Marion, qui à l'AEF est témoin de ça depuis des années, c'est-à-dire que depuis 2019, on a dénoncé la suppression de 500 à 600 emplois. On ne sera jamais d'accord sur le chiffre. Je rappelle quand même, étant historiquement en place depuis 2016, on peut dire les choses, c'est-à-dire on a annoncé 500 à 600 emplois de suppression, on nous l'annonçait. La politique de l'époque a réfuté les suppressions d'emplois en disant c'est pas vrai, vous mentez. Il y a même eu une procédure juridique plus ou moins menée pour nous limiter la parole vis-à-vis de l'opinion publique, en disant qu'elle n'avait pas le droit d'avoir les chiffres, de donner les chiffres à l'opinion publique. Maintenant, l'employeur reconnaît quand même qu'il y a eu des suppressions d'emplois. Sauf qu'il nous dit depuis 2 ans, on n'est pas d'accord sur les chiffres, ils nous disent que c'est 200 à 300 suppressions d'emplois, alors que pour nous c'est 600.
c'est maquillé par ce qu'on appelle la mutualisation. C'est un terme qu'on pratique un peu partout maintenant. C'est-à-dire, on mutualise, c'est de penser que quand on a des postes qui doivent effectuer des métiers par le biais de départ en retraite, ou par le biais d'une organisation spécifique, les gens peuvent faire plusieurs métiers, comme ils disent, sans tenir compte des qualifications. Donc on en était là, et là, clairement, on a eu une réunion récemment, et malgré ce que peut nous dire notre employeur, notamment qui est représenté par Thibaut Duchesne, le conseil régional aux ressources humaines, qui continue à supprimer des emplois. On nous a affiché la semaine dernière l'équivalent de 80 postes remobilisés. Donc c'est encore un terme qu'on rajoute dans la manière de faire les choses. Remobilisés sur ce qu'ils appellent les titulaires remplaçants mobiles et puis les équipes d'ouvriers professionnels. C'est-à-dire qu'il y a une politique de l'emploi de cette collectivité qui tend à augmenter les charges de travail pour tout le monde, y compris pour les administratifs, on peut le dire comme ça, par le biais de beaux mots mis les uns derrière les autres, qui laissent à penser que les gens, dans le cadre de leur travail de manière régulière, n'ont rien à faire. Il faut le dire, je crois qu'il faut lever le tabou. Voilà, alors que clairement, quand on travaille, quand on a un emploi, et je pense qu'on est tous conscients de ça, que vous soyez journaliste ou dans votre métier ou d'autres, quand on travaille 8 heures de la journée, on n'est pas 8 heures au boulot, il y a des aléas. C'est-à-dire, ou quand on travaille 200 journées de l'année, il y a des aléas. Il faut qu'on parte en formation professionnelle, il peut y avoir des arrêts de maladie, il peut y avoir différents aléas. Et aujourd'hui, quand Elena parle de flux tendu, c'est ça aussi. Flux tendu, c'est de ne plus tenir compte de tous les aléas qui sont nécessaires à la formation des collègues, aux possibilités qu'ils puissent partir dans les droits qui leur sont accordés. Voilà. Et derrière tout ça, on l'a dit dans le communiqué de presse, je crois, c'est que il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'au-delà de la politique, il y a des conséquences. On a un secteur défense du salarié qui tourne quasiment tous les mercredis à la CGT, et on reçoit des gens qui témoignent de leur situation. Voilà. Et leur situation, elles sont diverses et variées, mais on se rend bien compte que dans ce qu'ils nous expliquent, tout est lié à cette manière d'organiser le personnel. Et il y a une chose qui s'ajoute donc à cette volonté de supprimer les emplois, c'est la manière dont on demande à l'encadrement de gérer les collègues. Ça passe par le biais ce qu'ils appellent la vadémécum discipline, qui donc donne toutes les armes possibles et imaginables à toutes les directions pour sanctionner les agents. Et on met la pression à l'encadrement intermédiaire pour faire des rapports. Ce qui se termine par ce qu'ils appellent des enquêtes administratives, qui terminent à 90% sur des sanctions disciplinaires, diverses et variées. Voilà. Et on se rend compte, nous, sur un tiers à la moitié des cas, pour être gentil, on pourrait faire autrement. C'est plutôt que d'aller à la sanction, on pourrait accompagner les collègues dans le travail, parce qu'on se rend compte que généralement, quand ils viennent et ils nous parlent de leur situation, ça fait preuve de défaut d'accompagnement dans le travail, et ça fait preuve aussi d'un comportement totalement inhumain. Voilà. Je pourrais dire un bon terme qui marche bien en ce moment, c'est un comportement déshumanisé. On peut parler d'inhumanité. Voilà. Et toutes les questions je m'arrête là parce que sinon je vais tout développer, mais toutes les questions qui tournent autour des conditions de travail sont concentrées sur ces causes, notamment le secret médical. Je crois qu'il faut qu'on parle du secret médical. Le secret médical n'est pas respecté dans cette maison, voire même le secret syndical. Il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Ça fait un tout. Vous dites il y a des rapports, enquêtes administratives, sanctions disciplinaires. Vous avez un chiffre sur le nombre? Est-ce que c'est en augmentation visiblement? Oui, c'est en augmentation, c'est clair. On a un conseil de discipline qui tourne au moins tous les 2 mois ou tous les mois. C'est à force que la CGT tape sur la table qu'on a réduit un peu la cadence, y compris les enquêtes, mais on a eu des bilans. Notamment Joseph, si tu voulais prendre la parole, peut-être parler des Vosges où il y avait des enquêtes. Oui, il y a des endroits où c'est les champions du monde de l'enquête administrative qui amènent des sanctions assez lourdes.
Hein. Et d'ailleurs, on confond, parce que bon, la CGT, on n'est pas contre les enquêtes administratives en soi, puisque dans certains cas, quand il y a agression, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire, c'est quand l'enquête administrative, si vous voulez, sert plutôt à régler des problèmes d'organisation managériale. Là, ça pose problème. Mais je voulais intervenir pour faire le lien avec le national, quand même, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. On est dans une période particulière. Ce dont on vous parle là, en ce moment, c'est un lien direct avec la politique, comment sont traités les pouvoirs publics ou les services publics. Cette violence institutionnelle, elle est répercutée. Hein, là, si l'Assemblée n'avait pas été dissoute, mais peut-être que le prochain gouvernement aura une énième loi sur l'aménagement, la transformation, je sais plus comment dire, de la fonction publique, comme il y en a eu une énième sur le chômage, comme il y en a eu une énième sur je sais pas quoi. Et là, c'est pareil. Et donc, vous avez des politiques, donc notre président qui a la tête, qui a une manière un peu zélée d'appliquer tout ça, et qui accélère, si vous voulez, ses répercussions sur le personnel, puisque il n'y a qu'un seul credo quand on comprend un peu ce qu'il y a dans leur tête, c'est on supprime des postes. On supprime des postes, on supprime des postes. Les enquêtes servent aussi à supprimer. Bien sûr, puisque vous avez à un moment donné, quand vous sanctionnez, vous arrêtez, et puis vous dites ah ben là il n'y a pas besoin, ou on arrête là. Et puis vous avez les départs en retraite qui ne sont pas remplacés, et puis vous avez des longues maladies qui ne sont pas remplacées, puis on en passe à des meilleurs. Donc du coup, je voudrais quand même revenir au service public qu'on est censé rendre, que ce soit dans les bureaux, mais puisque quand même le gros des troupes, c'est les lycées, c'est quand même du fonctionnement des lycées dont il s'agit. Vous avez pourquoi nos collègues sont un peu en dépression complète là? C'est parce que leur boulot il est plus assuré comme il devrait être. Ils peuvent pas le faire. Et ils voient des bâtiments se délabrer, ils voient des salles ne pas être nettoyées, ils voient des toilettes pas fréquentables, enfin ils voient des choses absolument ahurissantes. Et ça les rend malades. Voilà ce qu'on voit. Et ça, c'est un lien direct avec une politique, une manière de voir qui dit toujours la même chose, restreindre, moins de pouvoir, moins de services publics, moins de personnel, moins d'argent. C'est pas la priorité. C'est pas ci, c'est pas ça. Et donc nous, aujourd'hui, on est arrivé à un point un peu de... Là, on alerte parce que c'est un point un peu de non-retour quand même. Enfin, je veux dire, là, on se met pas en mouvement, bien sûr, mais on se met pas en mouvement pour des bagatelles. On se met en mouvement parce que on a quand même des choses... voilà. Il faut évoquer quand même les tentatives de suicide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la chance de... Comment dire qu'il n'y ait pas de réussite au passage à l'acte. Mais combien nous ont dit, avant de nous voir, d'avoir pensé à passer à l'acte, quoi. Et on pense même, suivant 2-3 témoignages, que dans les bureaux, face à l'encadrement, il y a eu des tentatives de passage à l'acte. Voilà. Mais le problème, c'est que les collègues sont fermés et ne veulent pas parler. Donc, ça fait déjà quelques mois qu'on dit, on a vraiment peur à un moment donné qu'il y en a un qui se loupe pas, quoi. Quand vous parlez des agents de la région, on a une image un peu derrière les bureaux, mais en effet, c'est pas ça. C'est des gens qui travaillent dans les lycées, voilà, c'est des gens sur le terrain, quoi. Pas que, dans les bureaux aussi. Oui, mais on peut faire la répartition. En gros, c'est 7500 agents. Et vous avez presque 5000 dans les lycées, c'est ça. Et puis 2002, entre 2002 et 2005, dans les bureaux. Au passage, juste dire, si pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu les décentralisations de compétences, en 2016, quand tout ça a été fusionné, on était 7500 agents. 8 ans plus tard, on est toujours 7500 agents, mais on a récupéré les fonds européens, on a récupéré les transports, on a récupéré plein de compétences qui étaient des centaines de postes. Et donc, logiquement, si on n'avait pas supprimé de postes, si vous voulez, ces postes-là, on aurait été 8000. Oui, tout à fait. 8000 et quelques, quoi. Et on voit bien que là où ça a été supprimé, alors c'est un peu pénible à dire, mais il y en a dans les bureaux, mais il y a surtout, on a décidé, les soldats de base, c'est d'eux dont on se passe. Et dernier problème quand même qui pèse aussi, parce que tout ce qu'on vous raconte là, alors j'allais dire une connerie, là, mais enfin, on a une population vieillissante. La moyenne d'âge dans les lycées, c'est 54-55 ans. Vous imaginez. Dans les quelques années qui suivent, il y a 1900 personnes qui vont partir à la retraite là, maintenant. Il n'y a pas de plan.
pour faire un boulot, vous avez dans les ménages des femmes, des hommes, il y en a un qui a mal à l'épaule droite, l'autre à l'épaule gauche. Enfin, vous voyez, on a quand même une armée un peu quand même vieillissante qui demande un accompagnement spécifique et pas de brutalité de ce type-là. Alors, c'est pas ça qui est fait, c'est très brutal, on supprime des postes encore sur des gens déjà fatigués, déjà malades, puisque les métiers veulent ça, les métiers répétés. À la cantine, quand les gens portent les paniers, les chaises, enfin tout ça, c'est du lourd, quoi. C'est pas de la rigolade, quoi. Voilà. Et là, on est dans une contradiction. Et c'est toujours la même question qu'on pose. Quel service public veut-on? Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, qu'est-ce qu'on veut? Et là, visiblement, on veut tout casser. Mais ils sont convoqués pourquoi? Ils sont convoqués pour quelles raisons? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des sanctions disciplinaires comme ça qui tombent, qui se sont multipliées si on... Bien souvent, la problématique au départ, ce sont des problèmes d'organisation interne. C'est-à-dire que forcément, il y a des conflits qui apparaissent justement parce qu'il y a du manque de personnel, parce que la fatigue, les douleurs, enfin beaucoup de choses. Enfin, ce sont des êtres humains. Au bout d'un moment, c'est plus tenable. Il y a une charge mentale aussi qui s'installe et des conflits apparaissent. Et ces conflits viennent du fait qu'il y ait du manque de personnel, ou d'ailleurs, comme tu l'as dit, un manque d'accompagnement dans les établissements. Et à partir du moment où il y a des tensions qui apparaissent, il y a enquête, quoi. C'est bien souvent derrière. Nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait un temps de médiation. Pour nous, on le réclame, hein, on voudrait qu'il y ait une cellule dédiée vraiment à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des problématiques apparaissent dans un établissement, la première des choses à faire, c'est d'aller voir, de discuter, de se faire une image de voilà, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, comme dit, bien souvent, c'est vraiment les conflits apparaissent en premier lieu pour ces raisons-là. C'est la double peine, quoi. Oui. C'est double peine. Et derrière, donc s'il y a des sanctions, s'il y a des personnels déplacés dans l'intérêt du service, ça c'est joli aussi, c'est un joli terme employé par notre administration. Mais je veux dire, derrière ce poste-là, ou il est remplacé, ou pas. Donc c'est... Et après c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, totalement. Il y a aussi, tu l'as évoqué, les problématiques liées à la santé, la dégradation l'apparition, on va dire plutôt des troubles musculo-squelettiques. Donc on a beaucoup d'agents qui ont des restrictions médicales. Donc vous doutez bien qu'un agent qui a des restrictions médicales, qui est sur un poste à 100%, à partir du moment où il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus faire, il est là à 100% bien sûr, mais il va pouvoir que faire à peu près 80%, selon les pathologies, 80% de ses missions, mais les 20% derrière ne sont pas compensés. Il suffit que dans une équipe, vous avez 3 ou 4 personnes qui ont ces restrictions médicales avec non-remplacement derrière, c'est pas possible. Je veux dire. Et quand c'est plus possible pour eux et qu'ils en arrivent du coup à devoir s'arrêter, parce que bien trop tard, ils tirent vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'élastique pète. Et derrière, il n'y a pas un réel accompagnement qui est mis en place pour les maintenir dans l'emploi, puisque très peu de postes peuvent être aménagés pour certaines pathologies, pour accompagner l'agent qui puisse travailler jusqu'à dignement, jusqu'à sa retraite, quoi. C'est bien souvent derrière, ça passe en conseil médical, et puis c'est retraite pour invalidité, quoi. Et ça, c'est pas possible non plus. C'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui sont affichées par notre employeur avec le maintien dans l'emploi et l'accompagnement, mais nous, on voit pas, on dit pas qu'il n'y a pas, on dit pas que ce n'est pas fait, mais je pense que quand on regarde sur la totalité des agents et des pathologies, il n'y a pas les moyens derrière qui sont mis en place. Ils n'ont pas les moyens, je dirais même humains, peut-être, même pour pouvoir accompagner tous les agents, quoi. Et de les maintenir. Au travail face à des chefs faillants. Et tout ça s'entretient. Voilà. Oui, mais l'employeur, il porte une grosse responsabilité sur la situation. C'est-à-dire que d'un côté, on a le politique
notamment le président Leroy, mais anciennement il y avait Jean Rotner, qui, quand on met en avant, on leur demande de se positionner par rapport aux réformes territoriales, par la loi de transformation de la fonction publique, qui nous disent circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas nous qui prenons les décisions, nous on fait qu'appliquer. Sauf que depuis 2016, on a une administration qui court devant le train, qui applique dès que les lois tombent, ou même en amont des lois. Je pense notamment à la directive du temps de travail, et différents processus comme ça qui ont été mis en avant, la loi de transformation de la fonction publique. Et puis on a une direction générale qui est grandement responsable de ce qui arrive. C'est-à-dire que pour nous, clairement, cette direction générale, elle a été recrutée pour faire des économies. Et en général, elle fait des économies sur sa capacité à regarder un petit peu les variables d'ajustement qui sont les plus importantes. Le personnel est une variable d'ajustement relativement importante. C'est-à-dire que quand on prend des décisions sur le personnel, ça a un impact. Ça a un impact qui est relativement important. Il y a peut-être aussi une volonté qui est liée, c'est-à-dire que Jean Rotner, à une époque, a été accusé, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu une période d'élection, on lui courait derrière, les journalistes lui couraient derrière en disant « mais vous nous aviez dit que les grandes régions, ça allait faire des économies, en fait, quand ça coûte ». Donc il y a eu peut-être à un moment donné la volonté de recruter une direction générale qui allait chercher des économies. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'elle le fait sur tout ce qu'elle peut obtenir comme recettes et diminuer les dépenses. Donc les recettes, c'est aujourd'hui de partager les frais sur tout ce qui gravite autour du conseil régional, c'est-à-dire les collectivités locales, etc. On voit que la région aujourd'hui n'est plus majoritaire dans tout ce qui peut être financé dans les sociétés publiques locales, toutes les associations qui tournent autour. C'est même séparé de certaines associations, donc ça lui a permis d'intégrer aussi le personnel, il a fallu ça. Et de l'autre, c'est de réduire les frais sur les moyens. Donc si vous allez interroger probablement Thibaut Duchesne, si vous allez avoir demandé le contre-argumentaire à ce qu'on est en train de mener comme action aujourd'hui, ils vous diront mais on fait des actions pour l'égalité femmes-hommes, on fait des actions pour la santé, etc. Sauf qu'il y a l'affichage et il y a la politique de gestion. Et la politique de gestion, quand on a supprimé 500-600 emplois, quand on met des outils qui sont là uniquement pour sanctionner et qu'on ne met pas les moyens pour accompagner, on arrive à ce résultat-là. Voilà. Et qui est très... beaucoup de collègues... Comment ? Brutal, vous disiez. Oui, on a beaucoup de collègues qui reprennent ce terme-là, on est dans la maltraitance institutionnelle. Et ça, notre patron le réfute et n'aime pas qu'on lui dise en face quand on est dans les réunions syndicales. Et il n'y a plus... Alors, Elena l'a dit, mais peut-être mettre l'accent là-dessus aussi, c'est qu'il n'y a plus de négociation collective dans notre collectivité. C'est-à-dire qu'on est passé par le Covid, on est passé par la visioconférence, un tas de choses. Donc on a totalement, là aussi, il y a une forme de déshumanisation dans le dialogue, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus tous les syndicats face à notre patron à discuter d'une manière à pouvoir faire des levées de séance, etc. Ça, on a une société là aujourd'hui qui, là aussi, ça pèse sur le dialogue. Ça, si on reste un peu objectif, ça c'est un gros problème. Il n'y a pas de nouvel agenda social avec le président Leroy. Il n'y a pas eu un nouveau... Qui va au GV. Dernière et deuxième question, vous aviez parlé l'année dernière d'un observatoire de l'emploi. Oui. Alors c'est il y a un an à peu près. Oui. Donc, où vous en êtes là-dessus ? Alors la première chose, c'est que fin d'année dernière, dans les rendez-vous obligatoires, c'est-à-dire les CST, les comités socio-territoriaux, on a découvert qu'en matière de dialogue social, le président discutait avec les syndicats de manière bilatérale et qu'il y avait un engagement pris auprès d'un syndicat pour qu'on se retrouve au mois de janvier de cette année pour discuter de l'agenda social. Et encore comment, on ne le savait pas. Donc on a mis l'accent pour qu'on puisse vraiment, essayer de négocier un certain nombre de sujets, essayer d'avoir une négociation de manière à peu près propre en début d'année. Et on s'est vite fait retourner dans nos starting blocks en nous disant on n'est pas là pour ça, ne discutez pas entre vous, on était en visio, ne discutez pas entre vous, entre syndicats, voilà, et on a dû prendre acte de ce qui était mis en place par l'administration. Donc il n'y a pas de négociation ni sur le contenu, voilà, ni sur le contenu et ni sur chaque sujet. Voilà. Alors, si on
on obtient un certain nombre de résultats, c'est à force de taper sur la table, à force de faire des démarches, comme on le fait là pour le 20 juin. Là, on a la bonne surprise, mais c'est une miette parmi tant d'autres dans nos revendications. On vient de nous annoncer mardi dernier qu'ils mettaient 1,4 million sur la table pour réduire les contrats coupés pour 400 contractuels. Donc c'est bien la démonstration que nos arguments et ce qu'aujourd'hui on met sur la table depuis 6 mois démontrent la vérité de nos propos. Ça c'est une chose. Et la deuxième question, vous disiez L'Observatoire de l'emploi. L'Observatoire de l'emploi, c'est une promesse qui n'a pas été tenue parce que je ne sais plus si vous y étiez là, Pascaline, à l'époque, mais je crois que c'était en mars 2023, il y avait une grande manifestation à Metz contre la fermeture annoncée d'une dizaine de lycées. Il y avait les syndicats d'enseignants qui étaient là, les syndicats de parents d'élèves et des assos de défense des lycées qui fermaient. Étaient présents le syndicat CGT, FO, les syndicats CGT, FO, FSU du conseil régional dans cette grande manifestation. On a été reçus par le délégué du personnel qui avait pris l'engagement devant tout le monde de mettre en place l'Observatoire de l'emploi. Et depuis, il y a marche arrière. Et pour nous, clairement, c'est la direction générale qui porte une responsabilité à refuser qu'on puisse aller regarder de près ce qui passe sur les emplois. L'Observatoire de l'emploi, clairement, pour nous, il permettait à la fois aux politiques et à la fois aux syndicats de dire on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on voit des chiffres affichés ou on voit des catégories de personnel qui travaillent, c'est de poser des questions à l'administration et d'avoir des réponses pour bien analyser comment on gère l'emploi dans certains corps de métier. Voilà. Et là, on nous dit maintenant, non, on ne vous l'a jamais promis, il n'y aura pas d'observatoire de l'emploi, vous avez le RSU ou le PSU. Non, RSU. Le RSU. Non, c'est bien le RSU. Le RSU. Vous savez, c'est un document maintenant que c'est le seul bénéfice des nouvelles réformes qu'on a, c'est l'affichage d'un certain nombre de données sur l'emploi qui sont données de manière régulière tous les ans aux syndicats. 2 fois. Deux fois. Janvier et octobre. Ouais. Voilà. Mais pour nous, ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas parce qu'on crée des métiers dans notre collectivité où on aurait besoin de poser des questions. Je donne un exemple là. Quand on a fait la manifestation en 2019 sur la suppression d'emplois et sur l'augmentation du temps de travail, on nous avait mis sur la table la mise en place de ce qu'ils appellent les titulaires remplaçants mobiles et puis la création d'équipes mobiles d'ouvriers professionnels. Les deux ont été mis sur la table sans discuter des objectifs et des missions. Et aujourd'hui, alors personne ne pouvait être contre ça. Nous, on s'était abstenus parce qu'on n'avait pas assez d'éléments et on était en bataille sur le temps de travail. Mais là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les équipes mobiles d'ouvriers professionnels ne sont pas concentrées à faire des travaux intermédiaires. On leur demande de faire les réparations que les établissements ne sont plus en mesure d'assurer puisqu'on a supprimé des postes. Et les titulaires remplaçants mobiles, on pourrait penser que des titulaires remplaçants mobiles, c'est pour remplacer des arrêts de maladie de moyenne durée. Aujourd'hui, ils servent à combler les trous. Souvent, on rencontre des collègues qui sont titulaires remplaçants mobiles, qui occupent un poste quasiment toute l'année parce que le poste n'est plus occupé, quoi, ou le poste a été supprimé. Et que, voilà, donc on a le témoignage qui reste plus 6 mois, si ce n'est pas 1 an sur un poste, parce qu'il y a un déficit d'emploi dans l'établissement.